Franchement, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre qu'on m'explique la vie. J'en ai marre qu'on me raconte que faire, quoi faire, sans jamais me donner de réponse. J'en ai marre qu'on m'explique pendant des années, des décennies, comment comprendre ce putain d'empire, sans jamais m'expliquer quoi faire pour le remplacer. Alors aujourd'hui, quand je vois le thème d'un autre monde est-il possible, je dis oui, bien sûr qu'il est possible. Et puis surtout, je réfléchis à cette phrase. Je me la répète et je me dis, un autre monde est possible, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, au-dessus de tout, c'est un souffle, un espoir. L'espoir d'un rêve qui se réalise, d'une utopie, comme disait Rodier, mais une utopie en marche. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de proposer une utopie en marche, un projet collectif, européen bien sûr, et pourquoi pas mondial, parce qu'un autre monde, c'est un autre monde. Eh bien, avant tout, je vais faire comme tout le monde, parce que j'aime bien critiquer, mais l'art est difficile. Je parlais de ce monde qu'on veut détruire, mais je vais aller vite, on va le sabrer parce que c'est ce qu'il mérite. Qu'est-ce qu'il est, pour le comprendre? Ben, c'est un monde de type capitaliste, ultralibéral, j'invente rien. Tout le monde le sait ici. Mais surtout, c'est une société basée sur le profit. C'est important, ce terme. Et pour être franc, ce n'est contesté par personne. C'est pas Sarkozy qui dira le contraire. C'est pas Tapi. Et c'est aucun des groupes de rap que l'on écoute sur toutes les ondes qui pourront dire le contraire. Cette société est basée sur le profit. Mais gagner de l'argent en soi, c'est pas critiquable. Ce qui est, à mon sens, plus dangereux, c'est de transformer un moyen en fin. Et pour moi, la réussite personnelle effrénée implique un égoïsme tout aussi forcené. Et cet égoïsme de société entraîne une destruction de celle-ci par cette application du tous contre tous, qui est évidemment l'antithèse de ce vivre ensemble dont on nous ressasse toute la journée. Ensuite, parlons du profit. Il faut savoir que le profit, il se fait toujours sur le dos de quelqu'un. Si à toi, je te vends ma veste 5 000 €, j'ai fait une bonne affaire. Mais toi, t'as du mal à t'asseoir. Eh bien, mon bonhomme, c'est ça le profit. Et c'est ça la société qu'on nous impose. Il faut bien le comprendre. Et surtout, pour aller un peu plus profondément, surtout, le profit, cette société du profit est basée sur une idée que l'on peut produire sans fin de la richesse, qui permettra, par un effet de cascade, d'aller du plus riche vers le plus pauvre. Cette idée a construit tout notre monde actuel. Mais c'est une escroquerie. Parce que une production sans fin, dans un monde fini, parce que la Terre, elle est ronde, elle est finie, on ne va pas pouvoir pousser les murs. Eh bien, c'est ça l'escroquerie. Et l'escroquerie, cette première escroquerie en amène une seconde. Ce qui fait que, vu que la production ne peut pas être sans fin, les richesses ne peuvent pas être produites sans fin, eh bien, à un moment donné, pour que ces riches, qui doivent nous redistribuer, soi-disant, cette richesse, puissent continuer à être riches, à profiter, parce que c'est leur société, et ils sont obligés de le prendre, non plus sur ce qu'ils gagnent, qu'ils pourraient gagner, mais sur ce qu'ils économisent, sur ce qu'ils grattent, sur ce qu'ils dégraissent. Et ce qui dégraisse, c'est nous. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ces réflexions qu'on nous sort à la télé d'économistes, de politologues, de politiciens et d'autres philosophes d'opérette, comme quoi notre tarif horaire de travail serait trop élevé, ou qu'on ne travaillerait pas assez.
Ben parce qu'ils nous grattent. C'est ça, leur fonction. Alors, pour résumer, pour terminer, sur cette société à détruire, eh bien, la société actuelle, qu'est-ce qu'elle est? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme dans un égoïsme institué en système. Et ça, c'est pas possible. Alors maintenant, je vais essayer de vous proposer autre chose, mon utopie. Ici, au lieu du profit, on basait la société sur l'accession au bonheur. Quelle utopie! Mais c'est possible. Il suffit simplement de déplacer le curseur. Alors, on va l'appliquer à l'Europe, d'autres continents. À l'heure actuelle, qui est le leader européen incontesté? L'Allemagne. Qui est donc le leader incontesté de cette société? L'Allemagne. Et c'est normal, parce que l'Allemagne, dans le capitalisme ultralibéral, trouve un système qui lui convient intrinsèquement. Il faut comprendre qu'elle est de formation, de culture protestante. C'est cette religion qui reconnaît dans la réussite de chacun la marque de Dieu. C'est pour ça que ça leur réussit. Alors, pour changer le monde, déplaçons encore un peu le curseur. Au lieu de donner le leadership à l'Allemagne, aux Germains, aux Teutons, aux Tudesques, si on le donnait aux Français, je ne sais pas si utopique que ça. La France est le deuxième pays d'Europe. Sans la France, il n'y a plus d'Europe. Eh bien, imaginons ce que ça pourrait être. D'abord, la France, en soi, pour la quête du bonheur, est beaucoup mieux armée pour ce projet. Beaucoup mieux. Parce que le bonheur, en termes de société, a besoin de piliers, comme toute société. Et un des piliers du bonheur, c'est la liberté d'accéder à son bonheur. C'est con, mais c'est évident. Et quand on est en société, pour être heureux, eh bien, il faut être heureux en société, donc en commun. Tout aussi con, ce que je viens de dire, mais tellement évident. Donc en commun, pour qu'être heureux en commun, il faut être en solidarité, en réciprocité, en entraide, en co-responsabilité. Alors les deux piliers sont, un, la liberté, deux, la solidarité. Et la France est particulièrement bien armée pour l'un comme pour l'autre. D'abord, France, ça veut dire libre. Intrinsèquement, on a ça dans notre sang. Ça commence bien. Ensuite, la France dans le monde a cette réputation, non usurpée, d'être le champion de la liberté. Historiquement, vous ne le savez peut-être pas, bien sûr, il y a la Révolution française qui a été la libération de certains, parfois au profit, comme l'a dit d'autres, mais ça, se faire spolier sa liberté, c'est le propre des peuples, hein. C'est aussi cette volonté, cette utopie de faire des droits de l'homme, qui ont bien sûr été détournés, comme tout est dévoyé, mais c'est un grand projet. Et puis, concrètement, dans son histoire, la France, eh bien, on ne sait pas pourquoi aussi, on le sait, parce que la France est grande. C'est elle qui a permis l'indépendance et la liberté des États-Unis. C'est elle, c'est pas ces putains d'Américains. C'est Rochambeau, c'est pas Washington, le héros de l'Amérique. Et puis on oublie l'Irlande. C'est la France qui a débarqué pour les aider. C'est le seul pays qui est venu les aider. Et puis on oublie au Moyen-Âge, en Écosse aussi, la France est venue. Partout où il y avait des peuples opprimés, la France est venue. C'est son rôle. C'est le champion historique de la liberté. Mais ce n'est pas tout. Elle est particulièrement apte à ce combat parce qu'elle est aussi le champion de la solidarité. Oui, les Français sont des libertaires, hein, tout le monde le sait, des râleurs, hein, on le sait. Mais aussi des gens qui aiment le social. Et d'ailleurs, son histoire encore le prouve. Le compagnonnage,
les biens communaux de l'avant la Révolution, les sociétés ouvrières, toute l'évolution sociale, et même, on a une spécificité bien française qui est la sécurité sociale. C'est vraiment français. Vous demandez aux Américains, ils n'en veulent pas, on ne sait pas pourquoi, ça ne leur plaît pas. Mais nous, c'est important pour nous, parce que nous avons le sens, quand un Français tombe par terre parce qu'il est français, on va le ramasser, on va le soigner, sans lui demander s'il a une carte bleue ou pas. C'est ça la France. Ensuite, eh bien, c'est aussi, à contrario de l'Allemagne, mais la France est d'essence catholique. Eh bien, cette religion, c'est une religion de la charité. Ce n'est pas du tout la même, c'est pas la religion du succès. Et personne ne pourra nier ici, nous avons une culture de 1500 ans de christianisme. Maintenant, quand on imagine un peu plus avant que c'est possible, on va voir pourquoi. Eh bien, pour que la France puisse être cette alternative, il faut qu'elle soit légitime. Et elle est particulièrement légitime. Je vais reprendre Carl Schmitt, qui l'a théorisé. On se définit, son identité se définit par son ennemi. Et l'ennemi du protestantisme, du capitalisme anglo-saxon, de la thalassocratie, comme dirait Dugin ou d'autres, anglo-saxonnes, eh bien, ça a été la France qui est le premier des peuples, le premier des pays à tenter une Europe continentale. Souvenez-vous, le blocus continental de Napoléon Ier, c'est lui qui a initié tout ça. Alors la France est particulièrement légitime pour être justement le champion d'un autre monde. Et puis, on va être plus concret. Parce que être légitime, c'est bien, mais il faut être aussi efficace. Ben, la France, dans l'Europe et dans le monde, a beaucoup plus de chances de réussir que l'Allemagne. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Qui parle allemand ici? Bravo, bravo. Français, évidemment, j'espère un peu plus. Oui, ne levez pas tous le bras. Mais l'allemand est parlé où? Qui parle teuton aujourd'hui? À part quelques pays d'Europe centrale. Personne. Maintenant, parlons du français. En 2050, des chiffres très rapides, en 2050, ça sera la langue la plus parlée du monde. En termes d'avenir économique, d'échanges commerciaux, culturels, intellectuels et patati et patata, c'est clair, c'est net, la messe est dite. Et puis, on parle français sur tous les continents, ou presque. En Océanie, française. En Europe, plusieurs pays parlent français. En Afrique, au Moyen-Orient, et même en Amérique du Nord. En plus, la France, géographiquement, est extrêmement bien placée, beaucoup mieux que l'Allemagne. Et ça compte, la géographie, dans l'économie et dans la géopolitique, forcément. La France est continentale, occidentale, évidemment, mer du Nord, en plein milieu de l'Europe, et en même temps méditerranéenne. Et quelle Méditerranée? La Méditerranée du Maghreb, de l'autre côté, parce que nous avons un lien fort avec ces anciennes colonies, mais aussi grâce à François Ier, grâce à Napoléon III, et grâce aussi à la politique pro-arabe de De Gaulle, eh bien, nous avons des liens forts avec le Moyen-Orient et le monde musulman. Et c'est extrêmement important quand on veut construire un monde nouveau, fort. Parce que dans ce monde nouveau, il faut, pour qu'il y ait toute solidarité active, qu'elle soit réciproque, il faut un respect réciproque. Et nous, parce que nous avons vécu ensemble, travaillé ensemble, quoi qu'on en pense, dans l'avenir, on peut se comprendre, d'ailleurs parce qu'on parle souvent la même langue dans les échanges commerciaux. Et ensuite, bien parce que, comme on se comprend,
on peut se parler, on peut s'écouter, et donc se respecter mutuellement. Et c'est important. Maintenant qu'on a vu un des principaux points d'avantage de la France dans le monde pour construire cette Europe dans le monde, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement créer ce monde nouveau qu'on espère meilleur. Eh bien déjà, il faut appliquer pour que la France puisse reprendre son dû, le rôle qui lui échoit, c'est-à-dire celui d'être le champion de la liberté, et en un titre maintenant, pour reprendre un ancien terme, le champion des non-alignés à la politique atlantiste, non alignés à l'Empire, comme certains l'appellent. Eh bien, il doit faire œuvre grande, c'est-à-dire commencer par déchirer la dette inique du tiers-monde, qui est en vérité un traité de domination. On le sait très bien, cette dette n'existe que pour dominer les autres peuples. Et d'ailleurs, maintenant, il nous l'impose à nous-mêmes, depuis la loi de Pompidou, voilà, de 73. Alors, une fois qu'elle sera déchirée, cette dette, eh bien, par respect, solidarité, liberté retrouvée, indépendance des pays en question, nous pourrons entreprendre des accords de coopération d'État à État, véritablement indépendants, libres, ayant la capacité d'être libres parce qu'ils auront enfin accès à leurs richesses. Ça n'étonne personne que tout le golfe de Guinée, tous les ports du golfe de Guinée appartiennent à un dénommé Bolloré. Moi, ça me choque. Ça ne choque personne que le Gabon soit un des pays les plus pauvres du monde en ayant le plus de richesses dans son sol possible. Moi, ça me choque. Eh bien, quand on aura déchiré la dette et qu'on aura redonné leur souveraineté, leur honneur à ces pays-là, on pourra travailler ensemble. Maintenant qu'on aura fait ça, quel travail faire en commun? Ben, c'est là que vient le grand projet. Je vais essayer encore de déplacer le curseur. À l'heure actuelle, le monde est régi par le commerce. Et ce commerce se fait comment? Eh bien, par voie maritime. Et si on changeait le curseur, ce curseur, s'il passait des voies maritimes au ferroviaire, merci. C'est rien, c'est un détail, mais c'est énorme. Et je vais vous l'expliquer. Prenons une ligne de chemin de fer, plein de lignes de chemin de fer, autant qu'il en faudrait, qui partent de Paris, Berlin, Moscou, Vladivostok, qui de l'autre côté partent à Pékin, de l'autre côté partent en Turquie, à Istanbul, pour commencer. Et de Vladivostok, parce qu'on peut, parce qu'on a prouvé qu'on le pouvait, que c'est possible techniquement, eh bien, faisons un tunnel sous le détroit de Bering. Allons en Alaska, au Canada, aux États-Unis, en Amérique, en Patagonie, s'il le faut. Tout ça par le ferroviaire, tout ça, et là ça prend une autre forme, c'est pas simplement parce que j'aime les chemins de fer. Par l'électricité, quelle est notre première des dépendances? Le pétrole. Première des choses. Après, les écologistes pourraient vous dire que c'est vrai que l'électricité, ça pollue moins, ce qui n'est pas négligeable. Mais continuons. Imaginons que de Turquie, on passe dans le Moyen-Orient, en Syrie, qu'on continue par le Maghreb jusqu'en Afrique. Et peut-être, je ne sais pas si c'est possible, et peut-être que de Paris on est jusqu'à Madrid, et de Madrid jusqu'à de l'autre côté du Gibraltar. J'en sais rien si c'est possible, mais pourquoi pas. Et là, le monde entier serait désenclavé, économiquement, et en même temps commercialement, culturellement, et même politiquement. Et d'un coup, toute cette ligne de chemin de fer permettrait déjà de créer du plein emploi par une politique des grands travaux mondiaux pour tout le monde. Donc, un relancement de l'économie généralisé. Et oui. Et en plus, cela permettrait à chaque embranchement
eh bien, de joindre des routes, des pipelines divers et variés, peut-être des canaux. En tout cas, à chaque point des villes. Et ces villes permettraient à tous ces migrants qui arrivent d'avoir des endroits où se poser, à des endroits définis et pas n'importe où. C'est-à-dire une redistribution des migrations par rapport à ce dont on a besoin d'une manière générale. C'est important, parce que, à la différence des voies maritimes, eh bien, quand on part d'un port X et qu'on va à un port Y, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Rien. Un désert d'eau. Rien à branler. Tandis que là, justement, on peut créer des villes, on crée de l'économie, on crée de la vie, on recrée un monde. Alors, pour terminer, cela permettrait, parce que cette idée de solidarité, de liberté, si jamais elle était initiée par la France, ça permettrait eh ben, de réaliser concrètement ce proverbe allemand qui dit qu'on pourrait être enfin heureux comme Dieu en France. Merci.